Donc, bonsoir à tous et à toutes. Il est 23h33, donc ce mercredi 23 mars 2022. Prière, louange et témoignage. Euh, je poursuis. Je n'avais pas terminé donc sur la thématique de la sécurité intérieure. Et aujourd'hui, donc, ce dont je vais t'aborder comme sujet, c'est conjuguer vie privée et puis activité professionnelle. Ce à quoi la plus grande majorité des personnes sont confrontées, c'est comment trouver le juste milieu et comment allier toutes les problématiques d'ordre personnel à une activité professionnelle et à toutes les exigences que requiert l'activité professionnelle. Donc voilà, conjugaison, vie privée et vie professionnelle. Mais je voudrais d'abord aborder la question du travail et en quoi est-ce que le travail finalement a pris une place telle dans notre société, dans nos vies, euh, que c'est non seulement un signe, un facteur d'épanouissement personnel, mais le travail en fait définit notre statut social. Euh, Autant auparavant, le statut social de l'individu était défini par sa classe sociale. Sa classe sociale, à l'époque, les classes sociales étaient distinguées entre le clergé, la classe ouvrière et la noblesse. Autant à partir du moment où l'activité professionnelle a pris une place, a pris une place importante dans la société, hein, où on a non seulement à l'activité professionnelle, on y a rattaché un certain nombre de droits et de droits et de devoirs, mais aussi beaucoup de droits. Ce qu'on appelait à l'époque le patronage. Le patronage, c'était l'ensemble des avantages qu'accordait le patron à son salarié pour lui permettre d'être dans une situation suffisamment confortable pour effectuer un bon travail, parce qu'ils avaient pris conscience que plus le salarié était dans de bonnes conditions de travail, mieux il travaillait et plus c'était un gain de productivité pour l'entreprise. Formidable, ce qui faisait que l'employeur mettait à disposition un logement, il accueillait la famille, payait parfois la scolarité des enfants, ils étaient à l'avance, ils étaient beaucoup, peut-être même plus qu'aujourd'hui même. Voilà, l'employeur prenait en charge un certain nombre de frais de sorte à ce que le salarié soit dans de très bonnes conditions de pouvoir exercer son activité professionnelle. C'est ce qu'on appelait à l'époque le patronage. Après va arriver un certain nombre de droits, toujours attachés à l'activité professionnelle, hein, et notamment plusieurs lois sur les accidents de travail et les maladies professionnelles qui vont après, d'où vont découler notre système de protection sociale, puisque la prise de conscience que le risque maladie pouvait impacter le niveau de vie des individus. Il fallait derrière une indemnisation de l'individu et au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle la protection sociale. Donc c'est l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui vont prémunir l'individu contre les risques de la vie, vont au fur et à mesure s'installer, s'imposer et se bâtir au fil des années pour arriver en 45 avec la création de notre système de sécurité sociale qui s'est bâti à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, voilà, sous l'égide de l'État. Ce système de sécurité sociale avec cette volonté de prémunir les individus contre les risques repérés à l'époque de la vie, hein, que sont la maladie, l'accident de travail, voilà. Et c'est important, je le rappelle, que le risque n'est pas en matière d'assurance sociale et de protection sociale. Le risque n'est pas forcément un risque négatif. Le risque est l'élément qui va perturber, en matière d'assurance sociale, hein, je le précise, et le risque est ce qui va perturber le niveau de vie de l'individu. Ce qui veut dire que la maladie est un risque parce que ça va notamment baisser le niveau de vie sur le plan financier
le niveau de vie de l'individu, hein, même voir sur le plan physiologique selon les séquelles de cette maladie. L'accident de travail également, mais des éléments très positifs comme la maternité sont considérés comme un risque puisque l'arrivée d'un enfant dans la vie d'un individu ou d'une famille va modifier bien sûr le niveau de vie de la famille de l'individu. Donc, le risque véritablement en termes d'assurance sociale, il faut distinguer l'assurance sociale qui relève du système de protection sociale des assurances qui relèvent des codes de mutualité. Et donc, d'un code bien spécifique, c'est deux domaines complètement différents. Donc, dans ce qui touche au domaine de l'activité professionnelle, l'activité professionnelle, c'est véritablement, outre l'activité en elle-même que l'on réalise, c'est tous les avantages qui se rattachent à ce métier, à cette profession que nous exerçons. Aujourd'hui, quand on exerce une activité professionnelle, on va au-delà même du simple métier. On prend en compte, je pense que pour la plupart des personnes, dans le choix d'un poste, dans le choix du métier que l'on souhaite, on prend en compte aussi tous les avantages afférents à ce poste de travail. Et ça, c'est les avantages, ça va être notamment le remboursement au niveau de la mutuelle, la prise en compte d'une prévoyance. Ça va être également les tickets restaurants, ça va être les tickets services, voilà. Ça va être tout cet ensemble d'avantages qui seront mis en place, dont peut bénéficier le ou la salariée, qui vont apporter un confort donc de vie supplémentaire et ça lance un peu le débat finalement entre qu'est-ce qui importe le plus, est-ce que c'est l'activité en elle-même qui est réalisée, c'est-à-dire le métier que l'on va exercer, ou est-ce que c'est tous les éléments afférents à ce métier qui est pris en compte et qui nous amène à nous positionner sur un métier. Et chaque personne fait un choix complètement différent, hein, propre à sa personne, propre voilà, aux objectifs fixés au moment où vous faites cette démarche d'exercer cette profession. Donc c'est véritablement divers et varié. Mais il faut aussi savoir, quand on fait un métier, pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier-là? Est-ce l'activité en elle-même qui vous intéressait, ou est-ce tous les avantages afférents à ce métier? Ça change tout. Lorsque c'est l'activité en elle-même qui prime, l'individu n'est pas dans la même psychologie, la même manière de voir son travail. Il fait un métier parce que c'est ce métier-là qui l'intéresse, et pas les avantages qui entourent ce métier. Voilà, et mais ça c'est propre à chaque individu, c'est totalement subjectif, et il n'y a pas de jugement à apporter sur les motivations de l'autre, hein, des uns ou des autres. Donc l'importance du métier, l'importance de l'activité professionnelle dans notre société, puisque l'activité professionnelle va positionner un statut professionnel. Et on voit dans la société civile, les individus sont en interaction avec les uns avec les autres. Et comme l'individu est en interaction avec les uns avec les autres, souvent le positionnement, le statut professionnel va souvent déterminer l'environnement voilà, de l'individu, bien qu'il y ait des domaines qui permettent de pouvoir rassembler des individus voilà, de classes sociales différentes, mais dans la réalité, le statut social, le statut professionnel détermine bien souvent son environnement social et son réseau social et amical. Donc, l'importance de l'épanouissement. L'épanouissement dans ce qu'on fait, c'est toujours de pouvoir saisir pourquoi on a fait ce métier et vers où
on souhaite aller. On fait un travail, alors, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et le facteur qui rentre en compte, c'est les facteurs liés à la vie personnelle. Euh, Lorsque vous êtes dans votre vie personnelle, vous avez différents domaines de la vie personnelle à gérer. Ça va être un mari à gérer, ça va être des enfants, un ou deux ou plusieurs enfants à gérer. C'est donc une vie de famille également dans sa globalité à gérer. Ça va être peut-être des parents aussi qu'il faut soutenir, un entourage familial. Ça va être des aspects liés au financier. Dans quelle situation financière vous vous trouvez au sein de votre foyer qui peut vous mettre en difficulté. Donc tous ces éléments d'autres personnels vont s'imbriquer avec les éléments d'autres professionnels. Et lorsque vous êtes comme dans un milieu professionnel, et notamment que ça fait quelques années que vous êtes dans ce milieu professionnel, les barrières entre le personnel et le professionnel sont souvent largement baissées parce qu'avec les années, il est bien difficile de ne pas laisser diffuser certaines informations de votre intimité donc auprès de vos collègues, auprès des personnes qui vous fréquentent au quotidien. Et donc peut-être vous avez même besoin du soutien parce que pour certains, vous allez rencontrer des difficultés au sein des foyers. Je pense à des divorces, à des séparations, à des enfants qui sont en difficulté. Il peut y avoir différents éléments qui vont s'imbriquer et vous mettre en difficulté. Et la difficulté dont vous allez être confronté dans le domaine du personnel va influer sur le domaine du professionnel. Et c'est ça. C'est ce qu'on appelle la juste distance. La juste distance ne s'apprécie pas simplement dans la relation que vous avez avec le client de l'établissement, le client ou l'usager de l'établissement où vous êtes. La juste distance s'évalue aussi, notamment dans aussi la relation que vous allez créer au sein de votre collectif, au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Euh, Être avec des humains, c'est faire aussi avec les humains, avec les caractères de chacun et de chacune, avec l'état d'humeur, j'ai envie de vous dire, de chacun et de chacune, parce que chacun arrive avec ses problématiques personnelles. Et ça peut, voilà, il faut gérer ça, il faut gérer les interactions entre les individus, il faut gérer les difficultés, les tensions également, voilà. Mais le primordial, c'est cette capacité de juste distance. Et je vais vous dire, au-delà même de la capacité de juste distance, c'est cette capacité à toujours tout ramener au travail. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de vous protéger si vous arrivez à cerner cet élément qui est du fait que certes, vous êtes dans un milieu professionnel, vous êtes avec des humains, mais vous êtes là avant tout pour faire une activité professionnelle. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté sur votre lieu de travail, il est important de toujours tout ramener à votre activité professionnelle. Est-ce que cette difficulté va être une problématique dans la réalisation de l'activité pour laquelle vous êtes présent, pour laquelle vous êtes payé. Et ce que je vais vous dire pour certains va peut-être paraître une forme de dichotomie peut-être un peu stricte, mais c'est aussi c'est aussi la réalité et c'est surtout ce qui va vous permettre de vous protéger sur le plan de l'affect. Il n'y a pas d'affect au travail. Il n'y a pas d'affect. L'individu qui sort du domaine, et après je rentrerai plus dans la question de la sécurité intérieure et de toute la particularité. Mais là, je parle de manière globale sur l'aspect du travail et de la conjugaison de la vie professionnelle, concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Il n'y a pas
Il ne faut pas qu'il y ait d'affect. Il ne faut pas qu'il y ait d'affect d'une part parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une neutralité et de bien travailler les dossiers, parce que les dossiers, vous ne ferez pas de différence entre les dossiers que vous avez à étudier. Ça c'est un point. Mais le fait aussi qu'il n'y ait pas d'affect, même dans la question de la relation avec, entre vos collaborateurs, est aussi primordial, parce que lorsque l'individu rentre dans l'affect, ses prises de position ne sont pas orientées toujours sur des éléments objectifs, mais aussi sur des éléments, puisque la personne qui est dans l'affect cherche à faire plaisir. Et donc ces prises de position et ces choix ne sont pas forcément fondés sur des éléments d'ordre objectif. L'affect, c'est pas possible, je dirais, d'avoir une absence totale d'affect, mais il faut pouvoir et savoir comment la gérer et la maîtriser. Mais au tout début, je pense, moi, quand on est dans une entreprise, il est préférable justement de prendre ce temps d'analyse et de ne pas rentrer dans ce système d'affect. Vous êtes dans un milieu professionnel pour exercer une activité professionnelle. Vous n'êtes pas en milieu professionnel pour être dans l'affect ou le sentiment. Parce qu'en fait, le risque, lorsque vous rentrez dans ce système et dans ce mécanisme-là, c'est véritablement, ça va créer des conflits non basés sur des éléments objectifs. Euh, voilà. Et je vais vous donner un exemple concret. Euh, vous avez, vous avez un ou une individu, voilà, pour prendre un exemple comme ça, un ou une individu qui par son attitude, donne l'impression à l'autre, à la tierce personne, qu'elle ne souhaite pas la voir. Ça, lorsque vous êtes confronté à ce type de situation, il faut toujours vous baser sur des éléments objectifs. Il ne faut jamais se baser sur des éléments subjectifs ou un ressenti ou une impression. Parce que quand vous vous basez sur une impression, vous allez focaliser sur cet aspect-là. Et comme vous allez focaliser sur cet aspect-là, de toute façon, ça va influer sur votre attitude et sur votre mode de travail. Et en fait, finalement, ça va créer un côté un peu négatif. Or, c'est peut-être l'objectif. Et d'autre part, j'ai envie de vous dire, non, tant que dans le milieu professionnel, et ça c'est vraiment pour vous alléger entre guillemets, tant que vous n'avez pas des paroles clairement exprimées, vous n'avez rien. On ne se base pas sur du ressenti, sur des impressions. Et souvent quand on est comme ça sur du ressenti, sur des impressions, c'est qu'il y a une part d'affect. Il faut toujours rester sur de l'objectivité. Et l'objectivité passe par la parole et non sur du ressenti ou de l'impression. Et donc, il faut s'exprimer que lorsque l'on a la certitude de ce que, voilà, de ce que l'on pense. Et puis, toujours tout ramener au travail. En quoi est-ce que ça perturbe la réalisation de l'activité professionnelle? Si ça ne perturbe pas la réalisation de l'activité professionnelle, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il ne faut pas soulever des problèmes quand il n'y en a pas de problème. Parce que si vous soulevez un problème alors qu'on vous a rien dit et qu'il n'y a pas de problème, qu'à Paris, on ne vous a pas donné d'éléments, ou il n'y a pas d'éléments de parole qui vous a été dit, vous prenez le risque que finalement, ça revienne sur vous et que, comme vous n'êtes pas basé sur des éléments de fait probants, mais simplement sur du ressenti,
ah ben, ça vous revienne dans le visage, euh, parce que ça sera fondé sur rien. Et donc, il faut toujours fonder sur véritablement des choses concrètes. Si vous arrivez à fonctionner de cette manière-là, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus légère, entre guillemets. Vous n'avez pas de parole, c'est qu'il n'y a rien et il n'y a pas de problème. Et est-ce que si véritablement ça entrave la réalisation de votre travail, vous devez pouvoir exprimer en quoi est-ce que concrètement ça entrave la réalisation de votre travail. Donc c'est partir sur des éléments très objectifs et sur pas des éléments d'ordre subjectif. Voilà. Donc la conciliation de la vie privée et la vie professionnelle, c'est d'une part, c'est, je dirais, vice-versa, puisque les problématiques d'ordre professionnel n'ont pas à influer sur la vie personnelle, et les problématiques d'ordre personnel n'ont pas à influer sur la vie professionnelle. C'est dur, hein. Ah, c'est vraiment très dur parce que ça peut arriver, hein, ça peut arriver qu'il y ait des jours, vous rentrez, vous ayez ce besoin parce que vous avez passé une journée pénible, hein, et que vous avez besoin d'exprimer voilà, cette journée pénible. Faites en sorte que ça ne dure pas très longtemps et que vous passiez très rapidement à d'autres sujets. Voilà, parce que si vous restez sur ce sujet-là, vous allez aussi, entre guillemets, pourrir votre vie personnelle. Et la juste distance dans ce travail, vous allez voir qu'en ayant ce fonctionnement-là, de toujours être objectif et toujours ramener, quand il s'agit du contexte du travail, ramener aux éléments du travail, vous verrez que vous aurez toujours une juste distance et une objectivité dans la réalité de ce qui se déroule. Et puis une véritable distance. Voilà, est-ce qu'on peut appeler ça la méthode de Coué? Et puis voilà, mais c'est que vous ne créez pas de difficulté où il n'y a pas de difficulté, tout simplement. Vous ne créez pas. S'il y en a des difficultés, ben on vous le dira de toute manière, qu'il y a de ces difficultés. Et là, vous aurez des éléments probants sur lesquels vous allez pouvoir répondre. Mais il n'y a aucun intérêt à soulever des problématiques lorsqu'il n'y en a pas et que personne ne vous a souligné ces problématiques-là. Chacun, je dirais, à son niveau de responsabilité dans l'entreprise. Donc, lorsque vous pouvez laisser au niveau, voilà, occupez-vous de votre activité professionnelle. Ce qui est particulièrement difficile lorsqu'on vous faites des métiers où vous êtes, quelque part, vous vous mettez en danger en venant en aide à des tierces personnes. Vous vous mettez en danger sur le péril direct sur votre vie, parce que des métiers comme policier ou gendarme, pompier, sont des métiers où vous allez vous retrouver en situation de certes venir en aide à des personnes, mais des pompiers qui interviennent sur des routes particulièrement dangereuses parce qu'il y a eu un accident et qu'il faut sécuriser la zone, et que le temps de sécuriser la zone et que vous receviez de l'aide, ben vous êtes vous-même en situation de danger. Et donc ça aussi, il faut pouvoir le gérer. Et lorsque vous êtes comme ça dans ce type de situation, vous êtes dans une solidarité qui se doit d'être automatique et systématique et évidente. Ce que le collègue va faire à ce moment-là va être important et impacter votre travail. Et ce que le collègue ne va pas faire également. Bon, généralement, vous êtes formé pour savoir ce qu'il faut faire et savoir qui réagit, qui sécurise, qui vient en aide, qui vérifie les éléments de situation par rapport à l'état de santé de la personne.
Voilà, je pense que de manière globale, vous avez les outils et puis les connaissances pour pouvoir réagir et intervenir le plus efficacement possible. Ben, vous le savez pertinemment que si éventuellement il y a une erreur faite par un collègue ou un oubli, ça peut avoir des incidences assez graves. Et c'est pour ça que, au-delà même du fait même de ce caractère de péril, euh, et de solidarité indispensable, hein, indispensable entre vous, ça crée des liens tout autres. Ça crée des liens tout autres. Et puis, vous voyez, vous assistez à des difficultés telles qu'il faut parler. Il faut parler, il faut pouvoir dialoguer. Euh, Lorsque vous assistez à des violences, hein, lorsque vous arrivez sur des scènes de crime, euh, et voilà, et vous êtes témoin direct des scènes de crime ou de violence, où vous, vous êtes, voilà, vous allez sur le plan psychologique avoir accumulé un certain nombre de chocs. Et, euh, et ce type de choc, hein, qui peut être un choc visuel, je pense pour ceux qui interviennent sur une première scène de crime, notamment, euh, bah, il faut arriver à vivre avec ça sur le psyché. Il faut, et où ils sont confrontés à des histoires très dures. Il faut arriver à cerner, à comprendre. On peut aussi se poser la question, je pense, dans certaines situations, la place de l'humain. Euh, voilà, comment l'être humain finalement peut très rapidement dériver. Euh, voilà, c'est une énorme remise en question. Et ça, vous le vivez en équipe. Vous le vivez en équipe, c'est psychologiquement très difficile et c'est en équipe que vous pouvez dialoguer et exprimer et évacuer ce que vous venez de voir. Et ça crée des liens différents. Ça crée des liens différents. Ainsi, autant lorsqu'on est du travail, je dirais, classique, euh, où il n'y a pas ce caractère de péril direct, voilà, de la vie, autant voilà, euh, la distance est indispensable, et le fait de ne pas être dans l'affect est indispensable, autant sur des métiers comme le vôtre qui est de la sécurité. C'est très compliqué. C'est très compliqué de ne pas de ne pas rentrer dans le personnel finalement, parce que le savoir notamment que le collègue est en procédure de divorce ou que ça va pas dans son foyer parce que voilà sa femme le trompe et que ça lui prend la tête et qu'en fait il n'a pas du tout l'esprit au travail et qu'il a l'esprit ailleurs. C'est important lorsque vous allez avoir à intervenir sur un site parce que ça veut dire que ce collègue ne sera peut-être pas totalement à l'esprit au travail. C'est les aspects privés sont importants et sont primordiaux et en lien direct finalement avec votre activité professionnelle qui est de sécuriser et de protéger les autres, mais tout en vous protégeant vous aussi. Et si vous n'avez pas la garantie euh, de cette protection réciproque déjà entre collaborateurs et entre coéquipiers, c'est très difficile d'intervenir sur des sites qui peuvent être très dangereux sans avoir cette certitude, sans avoir ces éléments-là. Je parlais de la brigade, donc la caserne, la brigade. Ouais, vous êtes au-delà de simples coéquipiers. Vous partagez, je pense que pour beaucoup, vous partagez plus que le travail.
et parce qu'il y a ce besoin-là aussi d'être sous forme, au-delà du travail, c'est d'être des amis, mais même plus fort que des amis. C'est une petite forme de famille où il y a besoin de ce soutien-là. Besoin de ce soutien pour pouvoir exprimer ce que vous voyez. Et en fait, il faudra des supervisions. Ce qu'on appelle les supervisions, ce sont des formes de réunions, et j'espère que vous en avez déjà, où vous avez des psychologues, vous avez ou psychiatres qui interviennent pour écouter autour d'une problématique, ou écouter un peu les participants pour que d'une part le ou la superviseur puisse apporter une réponse aux questions et aux problématiques auxquelles les différents membres du groupe sont confrontés, mais qu'au sein même du groupe puisse avoir émergé des réponses par les autres membres du groupe. Donc bien souvent, la supervision est très intéressante lorsque les individus ne se connaissent pas forcément. Ça facilite aussi la liberté d'expression. Donc voilà, c'est concilier vie privée. La vie privée peut impacter pour des raisons de problématiques d'ordre familial, financière aussi, qui va mettre en difficulté la famille, et puis qui va mettre en difficulté également l'entourage. Donc voilà, tous ces ensembles d'éléments qui influent, qui influera bien sûr sur la psychologie de l'individu, impacteront votre activité. Et c'est pour ça que c'est quand même bien que le collègue sache, je pense, que le collègue sache que ce qui est éventuellement, quels sont les éléments perturbateurs de l'activité professionnelle. Voilà, c'est donc la juste distance. La juste distance sur des emplois, je dirais classiques. C'est évidemment une notion à mettre en œuvre sur des emplois de sécurité intérieure. La juste distance s'évalue, voilà, selon, de manière objective, selon chaque individu. Mais je pense que dans la réalité, pour beaucoup d'entre vous, c'est la brigade, la caserne, ça constitue des formes de petites familles, solidarité, de fraternité. Donc la conjugaison entre vie privée et j'ai pris des petites notes, c'est ce que je lis en même temps. Conjuguer vie privée et vie familiale, dans ce cadre-là, c'est parfois aussi d'avoir cette honnêteté aussi, de dire à un collègue lorsque ça ne va pas. Lorsque ça ne va pas, parce que si tu n'es pas honnête avec ton collègue, tu le mets en danger. L'homme qui est en difficulté dans son foyer pour peu importe le motif et la raison, et qui n'a pas forcément l'esprit au travail ou à l'activité qu'il est en train d'exercer, peut faire une erreur dans son activité professionnelle et peut éventuellement mettre en danger ses collaborateurs. Déjà d'une part, parce qu'il y a besoin de cette solidarité, et que cette solidarité, par rapport à cette solidarité, tu peux la trouver au sein de ton équipe. Et comme tu peux la trouver au sein de ton équipe, il faut pouvoir exprimer auprès de ton équipe les difficultés auxquelles tu peux être confronté. C'est-à-dire qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer et il faut dire quand ça ne va pas. Donc en fait, vous faites un métier où, voilà, dans le fonctionnement, vous ne pouvez pas fonctionner comme des
les emplois classiques, puisque vous avez une forme d'obligation à la solidarité, d'obligation à l'écoute, d'obligation voilà, à une forme de fraternité entre voilà, professionnels, mais pour que le travail puisse être réalisé dans de bonnes conditions. Lorsque, et ça c'est une manière globale, lorsqu'on arrive au travail, il faut essayer de mettre au maximum, quand c'est possible, sa vie privée de côté pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et je dis bien quand c'est possible, parce que dans la réalité, c'est pas toujours possible. Et que, voilà, et que la situation puisse être ça peut être assez problématique dans les faits. Euh, Séparer, arriver à laisser ses problèmes derrière soi, et puis vice versa, puisque quand on sort du travail, il faut laisser les difficultés et moi qui fais un travail où je reçois en information les difficultés auxquelles sont confrontés les autres individus, et qu'on a beau faire, on a beau faire tout ce qui est possible pour pouvoir venir en aide. D'une part, il y a cette nécessité d'avoir une distance faite telle que on ne transporte pas chez soi les difficultés du travail. L'individu qui ne parvient pas à maintenir cette juste distance va être en difficulté sur le plan personnel et sur le plan psychologique. Et c'est pour ça, et c'est que ça arrive que certaines personnes, à un moment donné, arrivent à une forme de burn-out. D'une part pour cette volonté de vouloir venir en aide à tous, alors que sur le plan humain, c'est très compliqué de venir en aide à tous. Euh, le burn-out, ça peut arriver très rapidement sur cette difficulté à séparer la vie privée de la vie professionnelle. Quand la vie privée va mal, les individus, arriver à laisser ça, la vie privée devant la porte, et puis à rentrer dans le domaine professionnel avec professionnalisme, pour que les actions et les activités puissent se réaliser au mieux possible. C'est très facile à dire, et dans la réalité, tout dépend de la problématique auquel on est confronté, mais il est assez loin, très loin d'être simple, très loin. En somme, en conclusion, quand je dis en somme, c'est en conclusion, c'est de dire que sur les métiers de la sécurité intérieure, ce n'est pas un fonctionnement comme les métiers classiques, et que la vie privée s'imbrique avec la vie professionnelle, et que c'est même nécessaire cette immixtion pour motif que ce sont des informations, savoir comment est le collègue le matin même quand vous allez faire la tournée avec le collègue, ou le soir, hein. Le soir c'est encore plus dangereux. C'est plus dangereux parce que avec le manque de visibilité, et vous savez que en faisant les tournées dans les cités, le manque de visibilité laisse des possibilités, voilà, de pouvoir avoir un certain nombre d'attaques. Bon, pour ceux qui ont, notamment pour ceux qui travaillent à la BAC, à la brigade anticriminalité, vous savez pertinemment que ça peut être très compliqué, ce type d'activité. Donc savoir l'état d'esprit du collègue aujourd'hui, savoir ses problématiques, voilà,
Puis il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Donc vous avez l'obligation, cette obligation de la nécessaire coopération et de la nécessaire entente entre vous. J'espère pour vous que vos cadres ne vous obligent pas justement à une entente et que les équipes sont faites justement sur cette complicité qu'il y a entre individus, parce que partir sur le terrain sans cette complicité et cette assurance d'avoir ce collègue qui peut prendre le relais ou qui peut vous protéger en cas de difficulté, voilà, c'est important. C'est important, c'est primordial et donc je vous conseille vivement de créer ce lien de solidarité qui est indispensable pour vos métiers. Voilà. Donc un petit temps de prière. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie d'avoir permis ce temps de prière. Rallye, prière, louange et témoignage, la sécurité intérieure, conjuguer vie privée et vie professionnelle. Oh Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux pour ceux qui ont foi en toi. Tu es merveilleux pour ceux qui croient en toi. Tu es merveilleux, Seigneur, pour ceux qui cherchent ton chemin, Seigneur mon Dieu. Ton amour n'a pas de limite. Ton amour a une grandeur immense, Seigneur. Seigneur, tu changes les cœurs. Tu changes même les vies de ceux, des non-croyants, Seigneur. Ceux-là qui, un jour, Seigneur, verront à quel point, Seigneur, tu avais la bienveillance pour eux, Seigneur. À quel point ton amour n'avait pas de limite, Seigneur, pour eux et pour elles, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu rassures les cœurs, Seigneur. Seigneur, et je veux te rendre grâce et je veux te remercier. Je veux te remercier pour ceux que tu sauveras. Je veux te remercier pour ceux pour qui tu as pu changer, Seigneur, des choses dans leur vie. Je veux te remercier, Seigneur, pour cet amour immense qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de prix. Et je veux te dire, Seigneur, merci. Et merci plus que tout, Seigneur mon Dieu. Amen, 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 amen. La sécurité intérieure. Prochaine vidéo, c'est le sexe au travail. Je vous souhaite une bonne soirée.